Des bras articulés, des implants connectés et des fonds souverains pour faire de la fiction une réalité. Aujourd'hui, le réseau Enosis Santé vous présente l'appel à projet Grand Défi Dispositifs Médicaux et ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de décryptage de l'appel à projet Grand Défi pour les innovations de rupture dispositifs médicaux implantables et robotique chirurgicale. Avec moi, pour en parler, les architectes de ce financement côté BPI France et rapidement également, nous serons joints côté DGE. Côté BPI France, Peggy, Bonjour. Adrien, Bonjour à tous. et je vois qu'elle se connecte également, Camille Tuvy, à qui je vais donner dans un instant les droits de parole et d'accès. J'arrive dans un instant. Ce financement vise à, je cite, soutenir, encourager les innovations de rupture dans la filière des dispositifs médicaux implantables en France et stimuler le développement de robots chirurgicaux de nouvelle génération. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que le sujet vous intéresse très certainement. Mais avant de laisser nos experts nous narrer le dessous des cartes, le réseau de santé Enosis et moi-même sommes ravis d'organiser cet événement et de vous rappeler que vos pôles de compétitivité sont à la fois les tours d'observation et les courroies de transmission des projets d'innovation santé dans vos territoires. Nous sommes là et nous serons là notamment pour vous aider à identifier les financements publics, monter des consortiums et bien sûr labelliser vos projets via nos jurys d'experts. Je suis Jonathan Robert du pôle francilien Médicine Paris Région et je serai votre hôte pour aujourd'hui. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à nos invités pour qu'ils se présentent et puissent vous délivrer la plus fine lecture des attentes de cet appel à projet. Peggy. Merci. Merci. On peut peut-être commencer par se présenter avant de se lancer. Tout à fait. Donc moi, Adrien Boulic, je travaille au pilotage des programmes à la direction de l'innovation chez BPI France et donc je coordonne de façon opérationnelle cet appel à projet de notre côté. Oui, bonjour. Donc, Peggy Rematier, je suis référente à BPI France pour le plan d'investissement, le plan de dispositifs médicaux. Et je m'occupe de la mise en place et puis de la sélection et de l'instruction pour cet appel à projet. Et Camille qui va nous rejoindre dans un instant, qui a un tout petit souci de connexion, mais qu'on va faire intervenir rapidement. Chers amis, puis-je vous laisser commencer à Oui. nous décrire. Bon, alors, ce qu'on va faire en attendant, très rapide sommaire, donc on va évoquer le contexte de cet appel à projet, quels sont les objectifs de cet AAP, qu'est-ce qu'on attend comme type de projet, qu'est-ce qu'on attend comme, enfin, quels seront les critères de sélection en quelque sorte, quelles sont les intensités des aides, et puis enfin, on fera une passe sur le calendrier, le processus et les documents à fournir. Voilà. Je ne sais pas si Camille est là, mais sinon, Peggy, je te laisse commencer. Je crois que Camille n'est pas encore là. Non, tu peux démarrer, Camille. Donc, Tu peux je vais démarrer, pardon, Peggy. commencer. Je t'en Alors, prie. je vais essayer de porter ces messages. C'est donc une première partie pour présenter le plan France 2030. Donc, vous le connaissez, c'est un plan d'investissement d'avenir doté de 7,5 milliards d'euros. Et les dispositifs médicaux ont une stratégie dans ce plan. Et donc, l'objectif est d'accélérer le développement globalement et la commercialisation des dispositifs médicaux innovants. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, au sein du plan dispositifs médicaux, existent deux grands défis associés aux dispositifs médicaux implantables et aux dispositifs médicaux de robotique. Des feuilles de route ont été écrites et cet appel à projet, finalement, s'inscrit dans la réalisation de ces feuilles de route. Et vous avez donc cet appel à projet du grand défi, soutien aux innovations de rupture dans la filière des dispositifs médicaux implantables et robotique chirurgicale. Page suivante. Et en miroir, donc le grand défi robotique chirurgicale aussi avait dans sa feuille de route la sortie de cet appel à projet. Globalement, je dirais que l'appel à projet, c'est basé sur des constats d'une filière du dispositif médical qui est très innovante, mais qui a toujours des difficultés à franchir un certain nombre d'étapes et qui a besoin de financement
pour franchir des étapes de développement, des enjeux d'industrialisation, des enjeux de structuration de la filière avec aussi des collaborations entre start-up, PME, ETI, grands groupes, mais aussi acteurs de la recherche pour, je dirais, co-construire les projets et les produits et les futurs produits. Et puis, évidemment, des attentes fortes en termes de performance clinique et économique. Et surtout, un enjeu stratégique national. Et c'est pour ça que ces grands défis sont positionnés sur ces deux thématiques. Donc finalement, on en arrive au cœur du sujet. Quels sont les objectifs de l'appel à projet? La première chose, c'est que vraiment, ce qui est attendu, c'est des innovations de rupture qui proposent des nouvelles générations de produits. Donc c'est un peu le premier message. Les produits peuvent à la fois viser finalement d'améliorer la qualité des soins, la sécurité des interventions, c'est-à-dire avoir un bénéfice clinique, mais aussi peuvent démontrer un bénéfice qui est plutôt économique sur finalement les comptes des établissements de santé. Donc le deuxième message, c'est qu'on peut avoir, on attend des projets qui visent l'un ou l'autre ou les deux de ces objectifs. Et puis, in fine, l'appel à projet, l'objectif final, c'est d'accélérer la mise sur le marché des robots et des implants, et puis d'obtenir des retombées économiques, environnementales et technologiques en France, et de structurer toute une filière dans ces deux domaines. Camille nous a suivante. Également rejoint. Donc, Camille, tu souhaites, côté des jeux, apporter une information complémentaire? C'est à toi. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Tout à fait. Ah, merci. Je suis vraiment désolée. Non, mais je vais laisser Peggy dérouler, puis on prendra les questions-réponses. Je suis désolée pour ces petits problèmes de connexion, et merci Peggy. J'ai vu la dernière slide que tu as présentée pour moi. Merci beaucoup. Désolée, vraiment. Bon, j'enchaîne, mais donc vous l'aurez compris, on va attendre sur cet appel à projet deux vrais types de projets différents. D'abord, les projets autour des dispositifs médicaux implantables, où là, on attendra des innovations sur c'est pas exhaustif, hein, mais sur le matériau, le biomatériau, qui puisse permettre d'améliorer la tolérance et la compatibilité du DM avec le corps humain. On attendra des innovations sur la fonction du dispositif, donc sur la délivrance ciblée ou sur les capteurs de suivi, par exemple, ou encore des innovations sur la performance et la sécurité du DM, donc par exemple une meilleure résistance à l'usure ou bien plus d'autonomie pour le DM. D'autre part, on attendra des projets autour de la robotique chirurgicale. Donc là, ce sera plutôt des innovations qui portent sur la relation robot-médecin-patient, des robots plus réactifs, des plus adaptables ou plus sécurisants. L'objectif étant de faire une interface de confiance entre le praticien et le patient. On attendra potentiellement des innovations sur la mécatronique, donc des robots souples, des micro-robots, des nouveaux composants mécatroniques, des innovations sur des systèmes robotisés qui planifient les gestes médicaux de manière plus intelligente, ou bien des innovations sur la modularité et la polyvalence du robot. Et puis, on peut aussi attendre des projets qui portent sur l'amélioration de la prise en main et de la réduction du temps d'apprentissage pour les chirurgiens. Voilà, et je précise, petite précision, ça peut d'ores et déjà répondre à quelques questions. Pour la première partie des DM implantables, on est sur de l'implantable et non pas de l'invasif, mais on pourra y revenir ensuite. Maintenant, quant aux modalités, alors les projets peuvent comporter des phases de recherche industrielle et des phases de développement expérimental. Sur les types de projets qu'on attend, alors on attend aussi bien des monopartenaires que des projets en consortium. À noter que les grandes entreprises ne peuvent pas porter de projets monopartenaires, seuls les PME et les ETI peuvent le faire. Et pour ce qui est des consortiums, il faut que le chef de file soit une entreprise, quelle que soit sa taille, donc les GE là sont autorisés, mais il faut à condition que le consortium comporte au moins une PME ou une ETI, et puis sinon tout autre type d'organismes sont éligibles dans un consortium, et le maximum est de 6 partenaires, incluant le chef de file. Voilà, la durée maximum du projet, c'est 48 mois. Et puis, on attend des projets d'importance sur cet appel à projet, puisque le budget minimum est de 4 millions d'euros.
Maintenant, donc on va sélectionner les meilleurs projets en fonction des critères que vous voyez présentés ici, et je vais y repasser très très vite. Donc on attend que le projet soit en adéquation avec son marché, donc on attend que vous précisiez vraiment la proposition de valeur de votre projet, quel est son impact clinique ou en gain d'efficience, les performances nécessaires pour accéder au marché, comment le projet se différencie ou se positionne vis-à-vis de l'état de l'art, de la concurrence. Au niveau de l'innovation et de la maturité, on attend un haut niveau d'innovation, donc que ce soit sur la technologie, sur la conception, sur le processus, et puis que vous détaillez, que vous précisiez votre crédibilité, enfin, en tout cas que vous démontriez plutôt votre crédibilité technique du concept. Sur la capacité économique et financière des porteurs, alors là, on attendra des détails sur votre stratégie de levée de fonds, par exemple, pour financer les étapes successives du projet, un business plan robuste et une viabilité commerciale qui est prouvée. Euh, voilà. Sur la capacité technique et commerciale des porteurs de projets, là, on attend que vous détaillez les technologies qui sont maîtrisées déjà, quelles sont vos capacités de production, les compétences des équipes également. Quant au au programme, on attend à ce qu'il soit complet, de qualité, que vous détaillez les différentes ressources nécessaires, vos méthodes et que vous identifiez surtout les étapes critiques du projet, que le consortium soit également cohérent et pertinent. Et puis enfin, on attend une vraie prise en compte des aspects environnementaux, des aspects sociaux, par exemple les emplois. Mais voilà, vous détaillez tout ça et on a besoin de voir cette réelle prise en compte dans vos projets. Hop, je passe la suite. Oui, je vais prendre la parole pour l'intensité des aides. Donc ça, cette slide pour vous montrer quels sont les taux d'aide auxquels vous pouvez vous attendre. Donc les taux d'aide sont différents que vous soyez une entreprise ou ce qu'on appelle une activité non économique, donc un laboratoire de recherche. Vous avez le détail ici. Elles sont aussi dans le cahier des charges, juste pour vous dire que ce sont des taux d'aide maximum. Les taux d'aide sont fixés pendant la phase d'instruction. Et puis, les laboratoires académiques peuvent déposer des dossiers en coûts complets ou coûts marginaux, mais le choix doit être fait et définitif entre marginaux et complets. Alors, pour ce qui est du calendrier, donc c'est un appel à projet qu'on dit classique France 2030. Et vous êtes sans doute, vous connaissez sans doute, mais donc c'est un processus en deux phases où vous déposerez d'abord un dossier allégé, et puis si jamais il y a instruction, enfin que vous passez l'étape des présélections et des auditions, on vous demandera un dossier plus complet. Mais donc le calendrier, là, on parle de la première relève au 10 février. Il y en aura une autre le 6 octobre. Mais pour cette relève du 10 février, les présélections donc, seront jusque début mars. Ensuite, vous serez informé de votre passage ou non en audition. Les auditions auront lieu en début avril. Là encore, vous serez informé de votre passage ou non en instruction. Et puis, s'il y a instruction, on vous demandera un dépôt du dossier complet noté environ début mai. Et puis, une instruction jusqu'à juillet avec une décision de financement normalement en juillet, si tout va bien. Enfin, la liste des documents à fournir. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est commun à quasiment tous nos appels à projets. Et vous connaissez aussi, et de toutes les façons, tout est sur la page internet de l'appel à projet, en tout cas le dossier de candidature. Euh, mais très rapidement, donc les premiers, on va parler du dossier allégé. Donc, on attend toujours la fiche de demande d'aide, les prévisions économiques et la grille d'impact du projet qui sont toutes à remplir directement sur Pixel maintenant. On attend votre dernière liasse fiscale, le dernier rapport du commissaire aux comptes et pour les projets collaboratifs, la convention de mandat. Voilà. Maintenant que cette présentation a été faite, on est à disposition pour répondre, ou au moins tenter de répondre à vos questions. Merci à tous les trois pour cette présentation. Ce que je vous propose, chers participants, vous avez normalement un petit bouton Q&R disponible qui vous permet de poser vos questions directement. N'hésitez pas à les ajouter au fur et à mesure. On les posera bien évidemment au fil de l'eau et nos experts tâcheront d'y répondre. Alors, on a une première question qui est
Bonjour, pourriez-vous préciser votre propos sur la différence entre dispositif médical invasif et dispositif médical implantable, s'il vous plaît, et comment cela impacte l'éligibilité des projets? Oui, je vais peut-être répondre. Donc, le périmètre de cet appel à projet, c'est bien les dispositifs médicaux implantables. Et donc, les dispositifs qui sont uniquement invasifs mais non implantables ne sont pas éligibles. Et la différence qu'on fait entre invasif et implantable, je pense que peut-être que par les exemples, c'est le plus simple. Un pacemaker, par exemple, va être de l'implantable. Mais par contre, un cathéter d'ablation sera de l'invasif. Donc, le pacemaker est éligible, le cathéter ne l'est pas. C'est clair. De la même manière, on a aussi, toujours sur le volet un peu technologique, justement, de l'éligibilité, est-ce que les projets de robotique axés sur l'assistance des gestes du personnel infirmier au bloc opératoire sont-ils éligibles? Alors, ce qui est éligible, c'est des dispositifs médicaux de robotique chirurgicale, donc de robots qui permettent d'aider à la chirurgie. Donc, si le dispositif effectivement est plutôt utilisé par l'infirmière, mais participe à la chirurgie, oui, il est éligible. On demande également s'il y a un budget maximum au montant du projet. Non, on n'a pas de Non. budget maximum. Et je poule cela avec le niveau de développement TRL, donc attendu, initial et final. Alors C'est pour... Ouais, Vas-y. non, mais en fait, on attend, donc c'est vraiment de la R&D, on attend un TRL de 4 à 6 en début de projet pour terminer sur un TRL 7 à 8, si je dis pas de bêtises. 7 à 9, c'est-à-dire 7 à 9. jusqu'au marquage CE. On peut financer jusqu'au marquage CE. C'est clair, merci. En termes de typologie d'acteurs répondants, on me demande si les ESPIC sont-ils concernés par cet appel à projet? Oui, si vous voulez remettre la slide, Oui, je enfin, vais... c'est peut-être pas nécessaire, mais ils sont éligibles. Et de mémoire, je pense qu'ils déposent un coût complet. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans notre cahier des charges. Bien, je vois qu'on a énormément de questions qui se posent, donc je vais essayer de les trier au fur et à mesure. Bonjour, nous développons un simulateur pour l'apprentissage de la chirurgie robotique. Prise en main des outils, suture, dissection, anastomo sur robotique chirurgicale. Est-ce que nous sommes éligibles? Et, Est-ce que vous êtes un dispositif médical? non, je suis pas sûr. Donc, si vous n'êtes pas un dispositif médical, je pense que ce type de dispositif n'est pas éligible. Si vous en êtes un, je pense que il faudrait peut-être que vous nous recontactiez pour qu'on puisse vous répondre spécifiquement en fonction en fonction de la description de votre produit. Pour faire écho à ce qui a été dit un peu plus tôt également, est-ce qu'une plateforme connectée au robot chirurgical serait éligible, typiquement pour l'aide à la chirurgie? Alors, en fait, ce qui est vraiment ce qu'on finance, c'est la robotique chirurgicale. Donc, il peut y avoir des systèmes autour d'un robot, mais il faut qu'il y ait un robot dans le produit qui est présenté. De la même manière, ça pourra potentiellement répondre à la question, est-ce que le développement de dispositifs de visualisation nécessaires au fonctionnement du robot sont-ils éligibles? Un petit peu finalement sur quelque chose de... Mais en soi, si le projet porte sur le développement d'un robot plus d'un système de visualisation, alors à ce moment-là, le projet est éligible. Par contre, si c'est uniquement un système de visualisation et que le robot n'est pas propriétaire ou est développé par l'entreprise, c'est pas éligible. On est vraiment, il y a une nécessité d'avoir de la robotique dans le projet déposé.
Donc oui, voilà, typiquement pour compléter, est-ce que le robot doit forcément intervenir dans la chirurgie ou est-ce qu'il peut être en support de l'intervention, soit sur les sujets de préparation de patients, de positionnement de patients par exemple? De positionnement patient. Oui, d'accord. Sur ce point-là, je ne sais plus si on avait tranché, Camille, excuse-moi. Il me semble qu'on avait dit que tant que c'était nécessaire à la chirurgie, c'était OK. Néanmoins, j'aurais tendance à dire que ça, c'est le type de projet qui sont un peu à la limite et qu'on peut retrancher avec une présentation un peu plus complète du projet. Parce qu'à la base, on est quand même sur des robots chirurgicaux. Donc c'est vrai que c'est pas non plus parfaitement aligné avec ce qu'on cherche à proposer quand même dans cet appel à projet. Après, on peut comprendre qu'il y ait des situations qui sont un petit peu particulières. On en a déjà vu même sur l'appel à projet précédent. Et parfois, il est nécessaire simplement qu'on se rencontre pour détailler un peu le projet et que nous, on puisse en juger plus clairement. Mais à la base, on est quand même sur un robot. Ce qu'on essaie de financer, c'est soit du robot, soit de l'implantable. Et après, tout ce qui est, on va dire, connexe, utile, nécessaire au développement du robot, on peut le prendre en considération tant que, ou à l'implantable, encore une fois, on peut le prendre en considération tant que le projet reste concentré sur le développement d'un outil de robotique chirurgicale ou de dispositif médical implantable. Très clair. Eh bien, je rebondis peut-être sur ce dernier point. Un autre appel à projet en ce moment qui court aussi jusqu'au mois de mars, l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation MedTech. On a deux questions en ce sens, à savoir, est-ce qu'on peut, une question, pardon, disant, est-ce qu'on pourrait préciser les synergies et complémentarités entre ces appels à projet présentés aujourd'hui et l'appel à projet tiers-lieu? Typiquement, une entreprise partenaire d'un projet tiers-lieu peut avoir aussi un intérêt pour les projets de ce tiers-lieu et donc potentiellement arbitrer en ce sens au détriment du projet tiers-lieu. Alors, on a effectivement eu cette question. Ces deux appels à projets émanent du même grand défi. Donc, ils sont faits pour être complémentaires, pour pouvoir accompagner les entreprises sur tout le développement de leurs outils, qu'ils soient de la robotique chirurgicale ou du dispositif médical implantable. Néanmoins, on leur a pas créé de synergie particulière. C'est pas parce qu'on répond à l'un qu'on ne peut pas répondre à l'autre ou inversement qu'ils sont exclusifs l'un de l'autre. Par contre, notre point de vigilance, c'est que nous ne financerons pas deux fois la même chose dans le cadre de ces projets. Ça, c'est une doctrine France 2030 de toute façon qui est sur l'ensemble de ce dispositif de financement. Donc, une entreprise peut, en théorie, proposer un projet dans le cadre de ces deux différents appels à projets. Néanmoins, nous serons vigilants à ce qu'ils ne proposent pas la même chose et que ce soit bien deux projets distincts. Donc après, il faut qu'on voit au cas par cas, mais on ne pourra pas faire de double financement sur le même développement technologique du dispositif. Voilà. Donc, il n'y a pas d'exclusion. On ne va pas exclure des entreprises qu'on aura déjà vues dans le cadre de TLE, mais on sera vigilant à ne pas double financer les mêmes projets. C'est clair. Sur les volets d'éligibilité aussi de financement, plutôt sur le volet étape par étape, on a des questions qui concernent alors à la fois est-ce que les études cliniques sont éligibles? On a aussi des questions sur savoir si on peut financer des CDI projets non statutaires en coûts marginaux. Et enfin, un dernier point, est-ce que les innovations liées à de nouvelles méthodes d'évaluation d'EDM implantables sont également éligibles pour gagner du temps et de l'argent pour un fabricant de DM? Alors, je commence. Les CDI de projet sont éligibles. Alors, ça c'est quand on parle des laboratoires, enfin des entités et des activités non économiques. Donc, ils sont éligibles et il faut en revanche nous envoyer un document justificatif dont on pourra vous donner une trame. Le deuxième point, c'est les études cliniques sont-elles éligibles? Donc, alors ça dépend de quelle étude clinique on parle. Post-marquage CE, ça n'est pas éligible. Et ensuite, une unique étude clinique avant le marquage CE en soi est éligible, mais ce qui est attendu, c'est vraiment un projet de recherche et développement sur des technologies de rupture. Donc, on attend à ce qu'il y ait des phases de R&D et pas de R&D, je dirais, avant la clinique et pas uniquement une phase clinique. Donc, ce qui est financé, en tout cas, le point d'ancrage du financement, c'est avant tout le sujet de l'innovation en tant que telle et C'est potentiellement derrière les méthodes pour atteindre le marché à partir de cette innovation en développement.
Justement, on a une question. Pouvez-vous repréciser les différences entre... Alors, pardon, excusez-moi, il y avait une dernière question dans Oui, dans les trois que j'ai posées, pardon, sur est-ce que les innovations liées à de nouvelles méthodes d'évaluation de DM implantables sont-elles éligibles? Mais je ne sais pas si je comprends très bien la question, parce que ce qui est éligible, ce sont des types de travaux. Donc, ça veut dire du développement technique sur le dispositif, ou bien après une étude clinique à la suite du développement technique sur le dispositif, ou des phases réglementaires, mais des méthodes. Il n'y a pas de question d'éligibilité dans une méthode. Enfin, alors, si la question est est-ce qu'on peut présenter une méthode innovante d'évaluation? Est-ce que c'est ça la question? Alors à ce moment-là, oui, il peut y avoir des méthodes innovantes d'évaluation. Si vous voulez, vous pouvez préciser votre question et on essaiera de mieux y répondre. Ouais. Monsieur Agathon, n'hésitez pas, soit en commentaire de votre propre question, du coup, soit sur un mail ad hoc à préciser votre demande. Je vois que j'ai deux questions peut-être sur le volet fonds propres. La hauteur des fonds propres à date du dépôt doit-elle être de la même hauteur que l'aide? Ou, autre question, tout simplement, quels sont plus largement les critères de fonds propres pour cet appel à projet? Ah oui, alors ce sont les mêmes critères que classiquement pour nos autres appels à projets. Les exigences en niveau de fonds propres, elles se font au versement de l'aide. Donc à l'avance initiale et puis aux différentes étapes clés pour lesquelles on exige un certain niveau de fonds propres. Et donc effectivement, il faut que les fonds propres soient au moment du versement au moins égaux à l'aide versée. Justement, en effet, on a un commentaire complémentaire qui disait: le budget minimal de 4 millions est-il définitif? Il est très important au regard des fonds propres. Oui. Alors, oui, alors effectivement, oui, il est dans le cahier des charges. On attend, on souhaite financer des projets très ambitieux. Mais donc, on va pas vous demander d'avoir 4 millions de fonds propres à T0. Encore une fois, on va vous demander d'avoir le niveau de fonds propres de l'aide versée. Donc, admettons que votre projet fait 4 millions d'euros. Vous êtes aidé à 50%, donc l'aide dont vous bénéficierez globalement sur tout le projet, c'est 2 millions d'euros. Et on va, à T0, vous verser 25%. Donc, c'est ce montant-là qu'on va vous demander en fonds propres au niveau au moment du premier versement, et non pas les 4 millions d'euros du budget. J'espère que ça a été clair. Oui, c'est extrêmement clair. Pouvez-vous préciser la différence entre d'un côté recherche industrielle et de l'autre développement expérimental? Merci. Alors, la recherche industrielle est plus amont que le développement expérimental. La définition, c'est vrai qu'on l'a pas remise là dans le cahier des charges, mais on passe de la recherche industrielle au développement expérimental au moment où on commence à faire des tests de la solution sur en environnement qui mime le réel. Voilà. Alors, ça aussi, c'est une question en fait qui est réglée en instruction. C'est-à-dire qu'en instruction, on prend vos dépenses une par une, enfin vos tâches une par une, et on détermine si ces tâches relèvent de la recherche industrielle ou de développement expérimental. Peut-être pour finir sur ce volet budgétaire, on a une dernière question qui vient d'arriver, qui est: est-ce qu'il est envisageable d'imaginer une diminution du budget minimal pour la seconde relève, car le montant est assez excluant aujourd'hui pour les startups? Il faudra peut-être qu'on en discute. Donc, on entend votre demande. Et encore une fois, il y avait quand même une raison assez forte pour ce budget minimum. Donc, peut-être. Alors après, ce qu'il faut que vous compreniez quand même, c'est que changer les cahiers des charges, ce sont des process très lourds. Donc, c'est pas des process si aisés que ça. Ils nécessitent un certain nombre de publications officielles. Mais Ça bon, coûte, merci de votre retour parce que c'est important qu'on comprenne aussi vos enjeux.
Oui, c'est exactement ça. On va prendre en compte. On va voir aussi quels sont les résultats de la première relève et en quoi est-ce qu'on a pu répondre ou pas à une demande. Et si il y a effectivement une forte demande de modification, on pourra y réfléchir. Mais je suis alignée avec l'alerte de Peggy sur ce point. Ça demande beaucoup de temps d'obtenir des signatures aujourd'hui. Donc, disons que dans un cas de réelle nécessité, on pourrait envisager cette possibilité. Mais a priori, il faudra prendre en conséquence des potentiels retards sur la deuxième relève, etc. Donc, disons que on va passer d'abord la première phase d'instruction et puis ensuite on verra ce que l'on fait, mais on prend en considération cette demande. On a deux fois la même question. On a deux acteurs qui nous posent la question. Peut-on proposer une solution finalement combinant un dispositif médical implantable et aussi son robot pour l'implanter? Donc justement répondre à la fois aux deux composantes de l'appel à projet. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui s'y oppose. Oui, a priori, il faut voir encore une fois toujours les détails de chaque projet, mais là, comme ça, oui, a priori, aucun problème. On répond aux deux critères du projet en même temps, donc je ne vois pas pourquoi ce serait excluant. Et toujours typiquement sur le projet en tant que tel, est-ce que seuls les produits réglementaires considérés comme dispositifs médicaux sont éligibles, ou est-ce qu'un produit implantable non invasif considéré comme un médicament peut-il également concourir? Ah, oui, c'est le cas d'un médicament ou d'un dispositif médical combiné. Parce que bon, là, je pense qu'il faudrait que vous reveniez vers nous parce que c'est des cas très précis. Je poursuis le tour des questions. On en a encore quelques-unes. Les sous-traitants, oui, doivent-ils être exclusivement basés en France ou peuvent-ils également être établis dans d'autres pays de l'Union européenne ou dans d'autres pays européens, même plus largement? Écoutez, en fait, s'ils sont pas français, enfin, il faut pouvoir justifier en fait de la nécessité de recourir à un sous-traitant qui n'est pas français. Est-ce qu'il y a, cette question complémentaire, est-ce qu'il y a une part, seuil un petit peu de dépenses hors du territoire national qu'il ne faut pas dépasser lorsqu'on fait appel à des aides publiques? S'il y a une sous-traitance en dehors du territoire qu'on justifie peut-être, qu'elle est nécessaire, est-ce qu'il y a malgré tout une valeur seuil où on se dit, par contre, pas plus de 10, 15, 20% du budget maximum alloué au projet? Non, enfin, je n'ai jamais vu de valeur seuil. Enfin, on n'a pas de valeur seuil. C'est clair. Une question qu'on nous pose beaucoup. Les robots de radiologie interventionnelle sont-ils également éligibles? Oui, sont éligibles. C'est extrêmement clair. Une Vous société m'avez de dit de service. faire court. Ah, mais moi, ça me va très bien. Non, c'est Je extrêmement peux pas clair. faire mieux. Là, pour le coup, la réponse est nette et franche. Mais merci beaucoup. Quelques questions complémentaires. Une société de service experte en ergonomie et industrialisation de robots chirurgicaux, intervenant du POC TRL3 jusqu'à la pré-série industrielle TRL8, peut-elle être partenaire éligible aux côtés d'un fabricant industriel dans le cadre de cet appel à projet en robotique chirurgicale? Si elle porte des travaux de R&D, les partenaires sont donc les partenaires sont les partenaires d'un programme doivent pouvoir porter eux aussi des travaux de R&D pour pouvoir être éligibles. Si on ne porte pas des travaux de R&D, en fait, on est sous-traitant. Les sous-traitants, fatalement. Est-ce que le coût complet salaire est pris en compte dans les fonds propres pour les laboratoires de recherche? Alors, il n'y a pas d'exigence de fonds propres dans les laboratoires de recherche. Oui, c'est ce que aussi. Et alors peut-être sur les partenaires privés, juste comme ça au moins la boucle est bouclée. Ah oui, vous pouvez me redonner la question, pardon? Est-ce que le coût complet salaire est pris en compte dans les fonds propres, donc non pas pour les laboratoires de recherche, mais pour les partenaires privés, pour les déposants privés? Le coût complet salaire dans les fonds propres? Oui.
En fait, je ne comprends pas très bien la question, mais nous les fonds propres, on les regarde au niveau de la liasse fiscale. Donc, ils ne sont pas associés à l'exercice de l'entreprise et les salaires décaissés. Mais bon, si vous pouvez préciser votre question ou bien nous contacter après sur ce point-là. Assez rapidement, on peut imaginer que les fonds propres, dans tous les cas, ne sont pas fléchés au moment de la remise de la liasse fiscale, ne sont pas fléchés vers ça, c'est des fonds propres dédiés au RH. Donc, à ce stade-là, ils peuvent être dédiés à n'importe quel type d'activité tant qu'ils existent, j'imagine. Est-ce que le développement expérimental correspond aux études précliniques? Oui. Claire. Et pouvez-vous rappeler le nombre de tranches de versement de l'aide et les taux, s'il vous plaît? Ah oui, alors le nombre de tranches de versement de l'aide, c'est déterminé aussi pendant la phase d'instruction. Et d'ailleurs, dans le dossier complet, on vous demande de proposer un certain nombre d'étapes clés et donc de go-no-go dans votre projet qui sont donc des go-no-go où on vous demande d'atteindre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et si l'objectif est atteint, l'aide est versée. Donc, la réponse, c'est en fait, on fait au cas par cas pour les versements. Et pour Et les taux, ensuite, je peux oui, prendre le relais. Alors, je vais vous les repartager dans un instant, mais pour ce type d'information, vous trouverez tout sur le cahier des charges qui lui-même est trouvable sur le site internet de l'appel à projet. Donc, si vous tapez un plan robot BPI France sur internet, vous trouverez forcément, ce sera le premier lien. Et voilà, le cahier des charges est trouvable là et les taux y sont, mais je vais les repartager. Ok. et si votre question, c'était sur quels sont les versements qui vont être réalisés à chaque étape clé, donc à chaque go-no-go, en fait, ils sont fonction des travaux, du budget des travaux, des travaux déposés à chaque étape. Et donc, on a un pourcentage ce qui est versé, c'est un pourcentage de ce budget déposé. Donc, il y a une avance initiale, ensuite un pourcentage du budget déposé et forcément un solde. Adrien, tu veux compléter? Non, rien à Parce dire. qu'affichage Je d'écran, repartage si ouais. les gens veulent faire une Super. capture d'écran. Hop. Je vois qu'il y a deux petites questions encore que je n'ai pas posées. Après, je pense qu'on arrive gentiment au bout. Mais sera-t-il possible d'étendre l'appel à projet aux robots médicaux pour des actes qui ne sont pas nécessairement chirurgicaux, mais peuvent être invasifs? Alors là, dans le cadre de ce grand défi spécifiquement, je pense que ça va être un petit peu compliqué, puisque le grand défi en lui-même, c'est-à-dire la sous-section du plan DM qui cherche à proposer ses appels à projets, concerne les robots chirurgicaux. Donc là, ce serait sortir de la thématique même du grand défi qu'on a mis en place, je pense. Après, par contre, ça peut toujours être intéressant de nous solliciter pour qu'on comprenne les enjeux qu'il y ait sur d'autres, entre guillemets, filières et dispositifs médicaux, parce qu'encore une fois, j'ai raté l'intro, mais comme on l'expliquait Peggy très justement, ce grand défi est intégré à un plan DM plus large qui concerne l'ensemble des dispositifs médicaux et qui celui-ci a aussi des outils permettant effectivement de développer des dispositifs médicaux au sens le plus large possible. Après, voilà, c'est toujours la question, c'est quel est le besoin et où est-ce qu'on en est aujourd'hui aussi dans les capacités de financement de l'État. Donc, toute évolution d'un cahier des charges ou mise en place d'un nouvel appel à projet prend pas mal de temps, comme on a pu le constater rien qu'avec la signature de ces appels à projets-là, qui étaient déjà prêts depuis un certain temps. Donc, voilà, c'est toujours intéressant de vous signaler auprès de nous quand on a des gaps qu'on n'a pas identifiés ou des besoins qui ne seraient pas financés. Après, voilà, on ne peut jamais vous assurer en amont qu'on puisse développer des appels à projets spécifiques, mais on peut déjà se renseigner si vous rentrez dans d'autres appels à projets qui existent. Nous, on peut aussi faire ce travail-là de guichet d'orientation. Donc là, on vous présente 7 appels à projets, mais BPI, comme nous, côté des jeux, avons une vue d'ensemble un peu plus large et pouvons vous orienter quand on a des appels à projets qui correspondent un peu plus aux thématiques que vous proposez. Parfois, c'est le cas, parfois, c'est pas le cas, mais néanmoins, on peut faire ce travail-là ensemble. Et puis, derrière, ça nous permet aussi d'évaluer un petit peu ce qui reste, les thématiques qui pourraient être intéressantes dans le cadre de futurs appels à projets. Voilà.
On avait une question auquel il manque le sujet par complément. DM implantable moins de 30 jours. Oui, les DM implantables de moins de 30 jours sont-ils éligibles? Donc, vous pensez par exemple, je sais pas, à des électrodes SEEG pour faire du diagnostic de l'épilepsie, peut-être des choses comme ça. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut revenir vers nous et nous présenter plus en détail votre dispositif. Et une dernière question, à moins que quelqu'un se manifeste ensuite, mais dans le cas d'un projet collaboratif entre entreprise et laboratoire, y a-t-il un ratio de financement qui doit être respecté? Non, le cahier des charges ne spécifie pas un ratio spécifique au minimum ou un seuil maximum. Donc il n'y en a pas. Maintenant, dans notre cas, ce qui est attendu, c'est que ce sont des projets d'industriels qui développent leurs produits. Donc, on s'attend à ce que l'entreprise ait, je dirais, des dépenses majoritaires et que le laboratoire, finalement, soit ici en appui pour développer le produit de l'entreprise. Mais alors, sauf justification, alors à ce moment, on a toujours des cas particuliers et à ce moment-là, il faut vraiment le justifier de façon forte dans le dossier. Et on a une dernière question, mais de la même manière, peut-être un peu plus, un cas un peu plus particulier, un DM robotisé pour assister un chirurgien dans la pose d'un implant, mais ne pratiquant pas de gestes chirurgicaux, est-elle éligible? Je me projette pas dans le dispositif médical. Donc, J'essaye aussi. donc revenez vers nous pour qu'on comprenne mieux ce que fait votre produit. Il y a toujours des exceptions, toujours un petit peu, Ouais. qui peuvent émerger. Donc, dans ces cas-là, bien évidemment, que ce soit les personnes autour de la table ou également vos représentants BPI France au niveau des régions, bien évidemment, on peut se permettre de le dire, sont aussi d'excellents interlocuteurs pour vous aiguiller, s'il reste encore, bien évidemment, des questions qui vous trottent la tête. Et voilà. Mais pour des précisions typiquement comme celle-ci, n'hésitez pas à nous écrire avec un petit peu plus de détails sur votre projet à aap-france2030@bpifrance.fr. Et puis on vous y répondra dans les meilleurs délais. Voilà. C'est là, AAP-France 2030 @bpifrance.fr, c'est ça? Exactement. Hop. Eh bien, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Si quelqu'un souhaite poser une dernière question, qu'il le fasse maintenant pendant cette petite partie conclusive. Je voudrais commencer déjà par remercier nos trois intervenants qui peut-être, vous avez un petit commentaire complémentaire par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, les questions qui sont remontées ou plus généralement, ce que vous attendez peut-être aussi ce que vous espérez obtenir de cet appel à projet. Oui, alors déjà, merci à tous. Bon, je pense qu'on a déjà suffisamment détaillé. Donc, le point qu'on vient de dire qui est important, c'est que ne pas hésiter à nous contacter pour un peu plus de détails parce qu'on sait qu'il y a des projets qui, parfois, malgré les définitions qu'on essaie de mettre dans les appels à projets pour être clair, peuvent être un peu à la marge de l'appel à projet. Donc, on prend toutes les questions. On sait que la relève est un peu tôt et qu'on n'a pas eu trop la main sur cet aspect calendaire. On espère néanmoins avoir quand même des retours sur cette première relève qui nous permet toujours derrière de pouvoir garder une certaine activité sur cet appel à projet et démontrer de l'intérêt d'avoir une deuxième relève. C'est pour autant, évidemment, dans un objectif d'avoir des projets qui sont d'une certaine ambition, comme on a déjà parlé aujourd'hui, et d'une certaine qualité, parce que voilà, on cherche aussi de la qualité dans ces appels à projets. Comme je l'avais déjà dit sur TLE, on n'a pas d'objectif de nombre de projets financés. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont des projets de qualité à financer. Et puis, et pour toute autre question, on est disponible par l'adresse mail
qu'on vous a transmis ou directement par mon biais à la DGE et aussi par mes collègues qui sont en région, que certains d'entre vous connaissent déjà, les collègues des DRETS qui sont en région, qui prennent aussi évidemment toutes vos questions et reviennent vers moi quand c'est nécessaire. Adrien, Peggy? Moi, rien à rajouter, si ce n'est que, voilà, désolé déjà pour ces délais courts d'ici la première relève. On a fait au mieux. On a tenté de communiquer par ce webinaire au plus vite les différentes modalités pour déposer des projets. N'hésitez pas, on fera de notre mieux, mais n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions, effectivement, comme on le disait, d'ici le 10 février. Voilà. Et si, je rajoute quelque chose, la plateforme Pixel peut être capricieuse de temps en temps, donc si vous voulez créer un espace Pixel pour déposer vos documents, n'hésitez pas à le faire un petit peu avant la deadline, ne le faites pas le 10 au matin, tentez de le faire en fin de semaine précédente ou quelque chose comme ça, histoire d'éviter que tout le monde se connecte en même temps et que la plateforme en fasse des siennes. Peggy, peut-être avant de te donner la parole pour le mot Oui, conclusif. non, vous avez tout dit, mais merci beaucoup. Et puis, les délais sont courts, mais on répondra très vite. Donc, posez vos questions là très, très vite. On y répondra. Sur les 30 secondes qui nous restent, une petite dernière question. Les activités d'ergonomie, de dérisquage d'usage et de R&D associés, incluant le prototypage, les activités de vérification et validation nécessaires à la sécurisation d'un dispositif, sont-elles considérées comme éligibles lorsqu'elles s'inscrivent dans une démarche de R&D jusqu'au stade First in Human? Question technique pour finir. Oui, je pense que vous parlez d'activités qui aident au développement du dispositif médical. Donc, en fait, une entreprise peut tout à fait déposer une entreprise qui développe un dispositif médical peut tout à fait déposer un projet et inclure au sein de son projet les activités dont vous parlez. Donc, nous, on peut financer des activités de R&D. L'activité en tant que telle, par contre, si elle n'est pas corrélée à un dispositif médical, donc un produit qui arrivera sur le marché ou à destination du patient, en fait, n'est pas éligible. Très clair. Oui. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous remercier à nouveau, à tous d'avoir participé à cet échange et également à nos experts partenaires autour de la table qui ont pu vous présenter et décortiquer cet appel à projet pour vous. N'oubliez pas à nouveau, bien évidemment, de vous rapprocher de vos pôles de compétitivité si jamais vous avez également des besoins de labellisation, d'identifier des partenaires locaux pour la structuration potentiellement d'un consortium ou d'identifier vos sous-traitants. Nous sommes bien évidemment tous là pour vous et on vous souhaite donc bon courage à toutes et à tous dans la réponse à cet appel à projet. Très bonne journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.